Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet assez important, c'est ce qu'il se passe actuellement au Soudan, et le but, vous connaissez, c'est de tout décortiquer. On va d'abord commencer par l'histoire de ce coup d'État. Le 25 octobre de cette année, un coup d'État a eu lieu au Soudan. Le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan, qui était à la tête du Conseil de souveraineté de l'autorité de transition soudanaise, a arrêté la quasi-totalité des dirigeants civils. Le lundi matin, il avait dissous les autorités de transition. Vous connaissez la mécanique qu'on reprend à chaque vidéo. Pour comprendre, on tente de remonter le fil de l'histoire. En 2019, après 30 années de règne tumultueuse, l'autocrate Omar al-Bashir est destitué. Il avait pris le pouvoir grâce à l'armée en 1989. Et le pouvoir est alors partagé entre deux conseils, un gouvernement civil et un conseil de souveraineté. Ces deux conseils sont chargés d'assurer en fait un mouvement vers une transition. Dès le début, il y a quelques désaccords, forcément, notamment sur le fait de remettre al-Bashir à la Cour pénale internationale. Le gars est juste accusé de génocide et de crimes contre l'humanité. Rien de plus, rien de moins, quoi. Les pièces semblaient déjà ne pas pouvoir véritablement s'assembler. D'abord, la fin de cette période de transition avait par exemple été repoussée d'un an, de 2022 à 2023. Il y avait de nombreuses luttes entre les civils et les militaires, et en 2019 notamment, Mohamed Hamdan Daglo, qui était le chef des FSR, il faut comprendre les forces de soutien rapide, s'illustre en réprimant avec ses hommes 103 manifestants venus pour demander plus de démocratie. Donc le 25 octobre de cette année, en seulement quelques jours, tous les efforts pour la démocratie se sont allés. Le 16 octobre, il y avait des partisans de l'armée qui avaient planté leur tente devant le palais présidentiel. Le 17 octobre, on découvre que ce sont des militaires et des factions de chefs rebelles qui leur avaient demandé de planter leur tente. Le 21 octobre, les partisans du pouvoir civil sont dans les rues pour sauver leur révolution. Mais ça ne fonctionne pas, et le 25 octobre, le général al-Bourhan est le seul à la tête de son pays, et il fait arrêter tous les dirigeants civils. Ce qu'on peut se demander maintenant, c'est quelles sont les raisons de ce coup d'État. En 2019, au Soudan, il y a une instance anticorruption qui commence à déranger un petit peu. Bon, d'abord, il faut dire que sous le règne de l'autocrate Omar el-Béchir, l'appareil de défense et de sécurité, c'est 70% du budget de l'État. En moyenne, dans le monde, c'est 35 fois moins. Si vous regardez les statistiques, les États-Unis, ils doivent être environ vers 3 ou 4. C'est à peu près 2% du PIB, les dépenses vers le militaire. Et donc, les militaires, ils profitent globalement de ces largesses et des exemptions de taxes pour leur entreprise. Mahamat al-Faki était à l'origine de ce comité d'anticorruption, et il a été arrêté dès le début du putsch. En fait, ce qu'il y a véritablement, ce sont des intérêts économiques. L'armée est depuis longtemps, en fait, un acteur économique à part entière au Soudan. Elle possède ses propres entreprises, et d'après des sources non officielles, mais relayées quand même par le Nouvel Observateur, on tente de faire les choses correctement, l'armée serait présente dans l'extraction d'or, la production de caoutchouc, l'exportation de viande, la farine, le sésame, et qui plus est, elle ne payerait pas d'impôts, ce qui aboutirait forcément à une concurrence déloyale. L'armée, pour justifier son coup d'État, reprochait aux dirigeants civils des divisions internes de ne pas s'accorder, et puis les réformes économiques récentes avaient aussi aggravé la crise dans le pays de la Corne de l'Afrique. L'inflation avait atteint les 400%. Ce qu'on peut se demander, donc, aujourd'hui, c'est quelle va être la suite après ce coup d'État. Alors d'abord, il faut dire que des sanctions ont déjà été adoptées. Washington a suspendu une aide de 700 millions de dollars, ça n'a eu aucun résultat. Antonio Guterres, le secrétaire de l'ONU, le boss quoi, a demandé une libération immédiate des ministres. Ça non plus, ça n'a pas été obtenu. Finalement, cette action des militaires trahissent la révolution et la transition. Depuis le 25 octobre, des manifestations et des appels à la désobéissance civile se sont multipliés. Khartoum reste bloqué, les vols sont suspendus, les télécommunications ont été coupées. Et alors, on se demande comment les civils sont partis manifester. En fait, ils sont descendus par petits groupes, par milliers, puis ils se sont rejoints peu à peu avant de former une énorme foule. Pour tenter de calmer cette foule, des rafales ont été tirées, des têtes ont été visées, et au jour auquel je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le mercredi 3 novembre, il y a déjà 12 morts, 300 blessés. Le général
qui a pris la tête du pays, a aussi pris la parole à la télévision et il explique qu'il veut rectifier le cours de la transition avec des personnes plus compétentes. Quand j'ai fait cette petite vidéo, il y a quelque chose qui m'a assez touché et c'est quelque chose que je vois assez souvent en fait quand je regarde des témoignages des gens qui vivent ces putschs, qui vivent dans des pays qui ne sont pas démocratiques. Et là, c'est une parole recueillie par Le Monde d'Abdelbasit Osman, qui est un étudiant de 23 ans et qui se dit prêt à rester dehors quoi qu'il advienne. Je n'ai pas peur d'être arrêté, je n'ai pas peur des balles ou de la mort, car devant moi tant de camarades ont déjà été arrêtés, blessés ou tués. Le sang de nos martyrs a coulé. Nous aurons notre vengeance et nous mourrons pour cela. En fait, ce courage-là, il me paraît incroyable. Là-bas, ils se battent pour des choses que nous, on a toujours connues et je trouve ça assez exceptionnel en fait. Pour l'instant, ce sont que des sanctions diplomatiques qui n'ont pas eu de réelle importance. Le 1er novembre, l'économiste Abdallah Hamdok, qui a été le Premier ministre lors de la phase de transition, s'exprime via des communiqués Facebook. Il explique qu'il n'a pas réussi à revoir ses anciens ministres. Les civils, eux, veulent rompre complètement la mainmise sur l'armée et les affaires du pays, et les militaires, de leur côté, veulent conserver leurs privilèges financiers. Alors, quel est le futur du Soudan ? Je pense que c'est nécessaire de faire un comparatif. En Birmanie, ça fait 9 mois que les civils se battent pour retrouver la démocratie, mais le conflit risque de s'exacerber encore plus. Et ça n'a pas du tout avancé depuis 9 mois. La question aussi qu'on serait en droit de se poser, c'est est-ce que les armées occidentales peuvent intervenir ? Non, ça ne paraît pas comme ça. D'abord parce que c'est la fin d'un interventionnisme. Ensuite parce qu'on le voit, les Occidentaux tentent d'arrêter, de s'enliser dans des conflits sans fin. On l'a vu avec les États-Unis qui se sont retirés d'Afghanistan, mais plus récemment on le voit aussi en France, où Emmanuel Macron souhaite peu à peu laisser la place au Mali pour gérer ses propres affaires. Donc ce risque d'enlisement avec une nouvelle guerre, c'est aussi le risque d'une nouvelle guerre froide avec une Russie qui est aussi de plus en plus puissante, qui tente de s'affirmer et qui soutient finalement ce coup d'État. Donc est-ce que les Occidentaux peuvent intervenir dans une région qui plus est complètement instable ? Non, sûrement pas. C'est comme ça que s'achève cette troisième vidéo du débriefing. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. C'est un sujet en fait qui est assez difficile à traiter, d'abord parce qu'il est complexe. La Corne de l'Afrique, c'est une région qui est très riche de son histoire et très difficile de son présent. Je trouve ça important de le traiter parce que même si ça fait une semaine que le coup d'État a commencé, ça reste quelque chose d'essentiel et il faut savoir que nous, on a la chance de vivre en démocratie et que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est des sujets qui sont importants et donc je veux continuer à vous parler. Voilà, c'était Louis Muriot pour le débriefing, l'épisode 3, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!